Bienvenue dans la série Les experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Fanny Marais. Elle est coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes atypiques, formatrice professionnelle en entreprise et pour des particuliers. Elle est aussi créatrice du podcast Ma Résolution Coaching. Et enfin, elle est l'autrice notamment du livre dont on va parler aujourd'hui, Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible aux éditions Le Duc. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette 19e interview des experts hyper et aussi, quand on aime, on ne compte pas, c'est la deuxième interview avec Fanny Marais. La dernière fois, on avait parlé de son premier livre, je crois que c'était le premier, Hypersensible, qui était plus lié à bien vivre sa singularité dans le monde du travail. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas inviter Fanny pour parler de ce sujet qui est vraiment le sujet clé de cette chaîne, et donc de son dernier livre qui s'appelle Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible. Et on verra pourquoi c'est important de préciser ça. N'ayez pas peur d'être hors la norme. Et ce mot m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, tiens, pourquoi c'est hors la norme et pas hors norme? Donc, on reviendra là-dessus. C'est un livre qui est sorti aux éditions Le Duc. On remercie aussi les éditions Le Duc de faire ce choix de livre le 20 septembre, je crois. Oui. Et je suis ravie aussi, Fanny, de te rencontrer enfin en vrai. Beaucoup d'interviews avec beaucoup de gens sur cette chaîne, mais finalement, je crois que j'en verrai beaucoup au salon Surdouessance qui va se tenir à Bruxelles le 5 et 6 novembre. Donc, si vous voulez aussi participer, venez nombreux, ça va être super chouette. Voilà, alors moi je suis Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute, on dit aussi hypnocoach et je m'occupe notamment de révéler le potentiel des femmes atypiques. Donc atypique, c'est multipotentiel, hypersensible, au potentiel, voire très autistique, TDAH++. Comme dit Fabrice Michaud, c'est un continuum et un spectre. Et donc l'idée de cette chaîne aussi, c'est d'inviter des personnes comme toi pour parler un petit peu de nourriture intellectuelle. On sait que les livres sont importants aussi dans le cheminement des personnes surdouées. Et je pense que c'est important de parler des pépites de ce livre. Voilà, pour moi, un livre, c'est quelque chose qui ouvre la tête, le cœur, qui parle au bide aussi et à l'âme. Et celui-là m'a beaucoup parlé. Et comme on le dit, là, les HP sont leurs propres thérapeutes et ils ont besoin de ce genre d'accessoires, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Donc, Fanny, je vais te laisser te représenter, si tu peux nous parler voilà, des parties saillantes de toi. Et puis, que tu nous dises pourquoi ce livre. Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Rebonjour Sandrine. Donc moi, je suis Fanny Marais, je suis coach depuis 2018. Je suis aussi formatrice en entreprise. Mon fil conducteur, on va dire, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, je me suis certifiée aussi en inventaire de quotient émotionnel. Et puis, donc, depuis l'année dernière aussi, autrice, ça dépend comment on le dit, je sais qu'il y a un débat. Sur le premier livre dont tu parlais, qui était plus sur l'hypersensibilité au travail, et donc avec ce nouveau livre sur les femmes qui m'a été proposé par les éditions Le Duc. Superbe. Et alors, quelle est l'origine de ce livre? Pourquoi justement, après l'hypersensibilité, tu as envie de t'intéresser à ce sujet particulier? Quel est l'angle en fait qui est un petit peu différent que tu as choisi? Par exemple, on sait que Élodie Crépel a aussi sorti un livre sur les femmes atypiques. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de sortir ce livre en particulier? Oui, alors les éditions Le Duc m'ont fait cette proposition il y a déjà un moment. Il y avait eu à l'époque le livre de Monique de Kermadec qui était déjà Absolument. sorti. Et donc, tout l'intérêt de ce livre, c'était justement, comme tu dis, de ne pas reparler de ce qui existe déjà, parce qu'on sait qu'il y a un panel de profils parmi ces femmes et qu'il y a peut-être des femmes dont on parle un petit peu moins. C'était en fait le constat à la base. Qui étaient en fait ces femmes de nature plus extravertie, qui n'ont pas forcément ce déficit de confiance en elles, qui avancent plutôt à grandes enjambées, je dirais, dans la vie, et que parfois ces enjambées peuvent venir piétiner un peu des idées reçues et piétiner aussi cette fameuse norme dont on parle dans le titre du livre.
Alors, pour rappeler aussi aux personnes qui nous suivent, on va parler aussi beaucoup de l'intensité qu'il y a derrière ces femmes qui leur font faire des choix de vie un petit peu différents. Et j'adore cette phrase qui dit plus vite, plus haut, plus fort pour la Mm. décrire. Je crois que c'est ça. Exactement. En fait, j'ai repris le slogan des Jeux Olympiques. Donc, est-ce que ça signifie que ces femmes sont des athlètes? Je ne sais pas. En tout cas, pour le plus vite, je pense que c'est assez évident. On sait qu'il y a un traitement de l'information qui est rapide de la part des personnes HPI. Plus haut parce qu'il y a quand même toujours un petit peu cette exigence de se pousser un peu aux fesses. Mhm. Alors parfois non sans conséquence parce que je parle des chercheuses de sensations dans le livre et finalement ce sont aussi des femmes qui parfois se mettent un petit peu en danger Mhm. dans leur prise de décision ou en tout cas dans leur choix. Et puis, plus fort, c'est peut-être ce qui peut être le plus critiquable, entre guillemets, parce que on sait aussi que tout ne passe pas par la performance ou par le fait d'être fort, notamment quand on a une sensibilité élevée. Donc, comment combiner en soi, finalement, cette énergie de vie et cette grande douceur? Je trouve que c'est plutôt bien résumé. Alors oui, le sujet principal du livre, c'est la remise en question de la norme sociale par ces femmes qui se retrouvent pas forcément dans des schémas traditionnels qui sont largement véhiculés par les médias et qui ont commencé honnêtement dans les contes de fées de petites filles. Elles se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, hein, on l'a bien entendu. J'aimerais qu'on revienne là-dessus et voilà, en quoi justement elles se démarquent de cette norme sociale et qu'est-ce que tu penses que sont les enjeux majeurs pour ces femmes-là? Hmm. Alors sur l'histoire des contes de Disney, en fait, au moment où j'écrivais le livre, il y avait cette pub qui passait, en tout cas à la télé française, pour un distributeur dont on taira le nom, et qui reprenait en fait une héroïne de Disney. En expliquant qu'en fait, dans le conte initial, elle s'appuie sur le bonhomme pour s'en sortir et que dans ce conte, en fait, elle est totalement indépendante et autonome et donc finalement, elle n'a plus besoin du prince. Ouais. Donc, je trouvais ça joli parce que dans les choix de vie, ça se recoupe aussi avec le fait qu'aujourd'hui, je cite une vidéo brute dans le livre, il y a des femmes qui expliquent que même pour faire ce que les hommes ont toujours pensé, un attribut de la masculinité, c'est-à-dire enfanter avec une femme, eh bien, il y a des femmes qui aujourd'hui expliquent qu'elles peuvent même faire un enfant seul. Bon, Mhm. Jean-Jacques Goldman nous l'avait dit déjà il y a des années, hein, mais il était précurseur. En fait, l'idée là-dedans, c'est de dire l'indépendance prise par les femmes depuis des années a aujourd'hui bien évidemment des conséquences sur le fait qu'une femme peut-être ne va pas se marier pour les mêmes raisons. Euh, Mhm. et puis le fait d'avoir un enfant, c'est aussi aujourd'hui remis en question. Hein. Dans la presse ces jours-ci, on en parle beaucoup. Euh, Ce qui m'intéressait, moi, c'était de me pencher du côté des femmes HPI. Mhm. C'est-à-dire d'essayer d'analyser finalement si on avait un peu les mêmes raisons à la racine de ces choix différents ou si il y avait des raisons propres aux femmes HPI. Ok. Et tu nous as dit, bon, bah voilà, elles sont un peu plus extraverties en général, contrairement à l'image introvertie qu'on peut avoir de certains clichés de garçons surdoués qui sont complètement isolés. Là, c'est pas du tout le cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont caractéristiques de ces femmes? Est-ce que elles sont plus indépendantes? Elles ont plus de vie en une? Est-ce qu'elles doutent plus? Est-ce qu'il y a plus de solitude, moins de solitude, des décalages? Donc, tu parles aussi. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça en plus en profondeur. Je dirais qu'en fait, je parle essentiellement des femmes qui questionnent en permanence ce qui est normalement classiquement imposé ou accepté. Je crois qu'il y a deux cas de figure. Il y a le fait que peut-être dès le début, on a intériorisé une norme
pour appartenir à un groupe social, parce que c'est aussi rassurant, surtout quand on se sent différente, de se fondre un petit peu dans la masse. Mais il y a aussi ces femmes qui finalement, quand bien même elles auraient essayé de l'intégrer, cette norme, elles n'y sont pas parvenues. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que à partir du moment où on fait ce constat, c'est peut-être plus intéressant de se dire, bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais force est de constater que c'est pas pour moi ce truc. J'arrive pas à ne pas dire les choses. Je n'arrive pas à questionner ce qui préexiste. Donc peut-être que finalement, je devrais aller à fond dans cette direction plutôt que faire du stop and go sur je m'intègre, je me désintègre sans jeu de mots. Hmm, Donc là, on se parle de la désintégration positive de Dabrowski. absolument. Il explique très bien que finalement, quand on a des énormes remises en question comme ça dans sa vie, des crises existentielles, des crises identitaires, c'est aussi et surtout parce que on doit faire notre mue. Et donc, si on ne la fait pas complètement, si on reste entre la coquille et puis un début d'aile, bon, bah, on ne peut pas s'envoler, quoi. Donc, il y a un moment, peut-être qu'il est nécessaire de se dire, je me rends bien compte que je suis toujours juste à côté de ce qui existe. Donc, peut-être que je peux y aller à 100% et voir ce que ça donne. Ouais, j'aime beaucoup. Dans mes coachings, il y a finalement beaucoup de femmes, quand je leur demande de choisir l'image, la métaphore du coaching qui va commencer, elles me disent, ah, mais j'imagine que c'est une chrysalide qui va se craquer et que voilà, je vais devenir papillon. Et Mm. je trouve ça intéressant comme image. J'ai beaucoup aimé aussi hier Fabrice Michaud voilà, le congrès de la douance qui nous parlait, et t'en parles aussi beaucoup dans ton livre, de trouver finalement ce récit individuel même s'il est complètement en décalage par rapport au récit collectif auquel beaucoup de personnes adhèrent. Et je trouvais ça assez intéressant. Oui, c'est vraiment définir finalement sa propre norme. Quand je parle de s'auto-normer, c'est un petit peu ça. Mm. C'est-à-dire de se dire finalement, moi, quel est mon aiguillon? Par rapport à quoi je me définis? C'est finalement un travail classique que l'on fait en coaching, hein. Tu dois le faire aussi avec tes clientes. C'est la définition des valeurs. Et en fonction des valeurs, j'adapte mon comportement. Et donc, est-ce que finalement, ce que je fais aujourd'hui, ce que je propose aujourd'hui, autour de moi, dans mon environnement, au reste du monde, entre guillemets, si on se parle de vision du monde, est-ce que c'est en accord avec ce qui est très fort chez moi en termes de valeurs? Et, ouais, Oui. et je trouvais ça intéressant aussi ce que tu disais justement, s'auto-normer, donc trouver sa propre norme. Comment on fait justement dans ce monde pour ne pas paraître hors la loi? Mm. Parce que hors la norme, il y a aussi le mot hors la loi derrière. Et comment on fait justement entre cette rébellion parfois qu'on peut avoir de changer les choses, de vouloir contribuer différemment, et en même temps, voilà, tout ce qui nous appelle à la soumission. Comment on Mm. fait pour ne pas souffrir entre les deux? Mm. Oui, tu as raison. Hors la norme, c'était un petit clin d'œil à hors la loi. Et puis, c'était aussi pour éviter le hors norme. Parce Hmm. que dans le vocabulaire courant, hors norme, c'est un peu extraordinaire. Et je voudrais pas qu'il y ait de confusion sur le fait de dire la femme HPI est forcément mieux que les autres. Je pense que c'est vraiment pas le sujet, c'est pas le débat. La question, c'est plutôt de creuser les spécificités de ces femmes-là et moi, j'ai choisi cet angle-là qui est de dire, il y a quand même beaucoup de ces femmes qui font des choix de vie qui sont hors la norme. Alors, quand j'en parlais au début, pendant l'écriture, il y avait tout de suite des personnes qui me disaient, oui, mais ça veut rien dire la norme. En fait, tout le monde est finalement hors la norme. Bon, après, quand on regarde finalement les règles sociales qui nous régissent, la norme aujourd'hui, même si elle est socio-culturelle, hein, la norme française va pas être la norme dans d'autres pays, par exemple en Inde, ce sera pas la même norme pour les femmes. Mais si on se parle de ce que l'on connaît, le schéma classique, si on mêle la vie pro et la vie perso, c'est avoir un emploi et la plupart du temps plutôt en tant que salarié, a priori se marier ou en tout cas être en concubinage, potentiellement avoir des enfants. En tout cas, aujourd'hui en France, c'est 1,8 enfants par femme, Mhm. même si ça diminue, sauf apparemment pendant les confinements. Euh, alors, j'irai pas jusqu'à posséder un animal, mais
je pense qu'on a quand même tous dans l'inconscient collectif une image de ce que signifie être normé, avoir une vie normée. On le sait, hein, il y a beaucoup de plaisanteries qui circulent là-dessus. C'est que quand une femme, à partir de 25 ans, est en couple, on lui demande quand est-ce qu'elle va se marier. Quand le couple est marié, on leur demande c'est pour quand le premier. Et puis quand ils ont eu le premier, on leur demande c'est pour quand le second. Et donc, moi, je me souviens déjà à l'époque, à 25 ans, je disais aux personnes, j'avais envie, en tout cas, la plupart du temps, de répondre hyper crûment sur ma sexualité pour raconter un petit peu comment ça se passait, si on arrivait ou pas à faire suffisamment l'amour pour avoir un enfant. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on ait ces questions si intimes, alors qu'on touche vraiment à l'intériorité d'une personne, hein. Mais c'est comme si le ventre de la femme appartenait au bien public. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, c'est ces personnes qui vont toucher les ventres de femmes enceintes dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, comme si c'était quelque chose qui appartenait à la nature. Et donc là, on en revient à la définition de l'essence féminine et tous les débats qu'il y a eu à partir de Simone de Beauvoir et même avant elle sur finalement qu'est-ce qui ferait l'essence d'une femme. Et donc, quand on avoue et c'est de là que je suis partie, c'est de toutes ces clientes en séance de coaching qui me disaient au fur et à mesure, en fait, moi, je ne veux pas d'enfant ou si c'était à refaire, j'en aurais pas, qui n'osaient pas me le dire et qui ensuite ressentaient un soulagement à l'idée de savoir qu'elles n'étaient pas les seules. Et donc, c'était le point de départ, c'est de dire finalement, quand je n'enfante pas, est-ce que je suis quand même une femme complète? Et est-ce que les femmes HPI font ce choix pour des raisons différentes? Et en fait, en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait bien évidemment les questions environnementales qui ont beaucoup cours à l'heure actuelle. Il y a, je le disais juste avant, plein d'articles qui sortent en ce moment dans la presse. Les raisons environnementales représentent à peu près un tiers. Il y a des raisons politiques aussi qui représentent à peu près un tiers. Mais ce qui était intéressant, c'est que chez les femmes HPI et hautement sensibles, il y avait des raisons qui étaient presque plus fortes sur l'aspect corporel et psychique. Corporel parce que elles avaient une crainte fondamentale d'être complètement dépossédées de qui elles étaient pendant notamment la grossesse. Et puis après, il y a aussi toute la question des stimulations sensorielles quand on a un nouveau-né qui peuvent entraver complètement les premiers mois de vie en commun. Et puis notamment une hyperesthésie. Exactement. Exactement. Et puis, quand on dit vie en commun, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on partage un espace vital. Exactement. Et ça, on sait à quel point ça peut être compliqué. Et puis, le côté psychique, je pense que c'est plus de l'ordre de la tâche, l'ampleur de la tâche à accomplir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui déjà se disent bon, à l'heure actuelle, j'ai trouvé un équilibre, mais j'ai galéré et puis j'ai passé du temps là-dessus. Et ça voudrait dire qu'il y aurait un petit être qui viendrait repasser par toutes les phases par lesquelles je suis moi-même passée et que je vais devoir l'accompagner au mieux dans ce passage de relais ou ce passage de haie. Est-ce que je suis prête à cela? Donc, on voit facilement que la critique de l'égoïsme peut vite arriver, j'en parle dans le livre, alors que finalement, quand on y réfléchit, le fait d'enfanter est de toute façon à la base un choix individuel, puisque l'enfant lui-même n'a pas demandé à être là. Donc, on voit très bien que chacune peut avoir ses propres raisons, ou ses raisons propres plutôt pour enfanter, que finalement, parfois, c'est la même raison qui préside, mais la décision est opposée. C'est-à-dire se tourner vers la vie, ça peut se traduire par le fait d'avoir un enfant ou le fait de justement ne pas en avoir. Et donc, je trouvais intéressant de donner un peu la parole à ces femmes-là. Et notamment, tu parles très bien de Astrid, hein,
Oui. qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, notamment avec une interview dans Femme Actuelle, et qui a créé ce compte Instagram qui s'appelle Le Regret Maternel. Je le remettrai sous la vidéo si ça vous intéresse. Tu veux, Euh, j'ai le livre ici, Sandrine. Absolument. Il ne faut pas que j'oublie de remonter le tien aussi à la fin quand même. Oui, je l'ai aussi. Voilà. Et j'ai trouvé très touchante cette interview d'Astrid qui explique très bien que le regret n'a rien à voir avec le fait qu'elle n'aime pas son fils ou qu'elle n'assume pas entièrement sa maternité. Et d'ailleurs, elle le dit, son enfant est très épanoui. Elle regrette son rôle de mère. Ça n'a rien à voir. Mm. Euh, Oui. il faut faire la nuance parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent et je trouve ça important. Exactement, c'est très courageux de la part d'Astrid. Elle se dit elle-même hautement sensible. Donc, c'est comme ça que moi, je l'avais contactée au moment de la rédaction du livre. Et à l'époque, je ne savais pas qu'elle allait sortir un livre. Et donc, Astrid, elle explique bien qu'en fait, elle s'est pas forcément posé la question, que c'était assez naturel pour elle d'avoir des enfants et que c'est à partir du moment finalement où elle a ressenti aussi les changements en elle qu'elle se disait finalement, je me sens aliénée par ce choix. Alors j'espère respecter sa parole en disant cela, mais on en revient au côté biologique, voire organique dont Fabrice Michaud parle, c'est-à-dire que il y a à la fois la tête et le corps chez ces femmes qui leur indiquent une direction différente. Et donc, parfois, certaines en prennent conscience très jeunes et savent qu'elles n'auront pas d'enfants. Et d'autres le découvrent après avoir eu un enfant, décident éventuellement de n'en avoir qu'un seul, mais ça ne signifie en aucun cas que l'enfant est mal aimé. Mais moi, je trouve ça intéressant que ces femmes prennent la parole parce qu'on le sait, sur la maternité, il y a un tabou énorme, Complètement. notamment sur le fait que l'accouchement doit être le plus beau jour de la vie d'une femme. C'est certainement le cas pour plein d'entre elles et aussi pour ce qu'on ressent au moment de la naissance. Mais j'ai beaucoup de personnes qui témoignent aussi du fait que c'était un calvaire le jour J. Donc, à l'époque, on n'avait pas le droit de le dire. Les générations de nos mères, toutes les deux, on a à peu près le même âge. Je pense que nous, notre génération, s'autorise beaucoup plus à le dire. Et tant mieux, ça participe aussi de la libération de la parole à tous les niveaux pour les femmes. Oui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est, tu décris, des stratégies inconscientes aussi d'auto-sabotage de ces femmes qui n'arrivent pas forcément à prendre la décision d'en avoir ou pas et qui finalement se créent une vie où ça n'est pas forcément possible en rencontrant des personnes toxiques, en rencontrant voilà, des partenaires que j'appelle non disponibles. Non Mm. disponible, ça peut être un homme marié, ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie de faire des enfants, qui le révèle après la rencontre. Euh, Comme par hasard, plein de petites choses. Et quand j'ai lu ça dans ton livre, ça m'a interpellée aussi. Parce que j'ai revu aussi pas mal de mes accompagnés dans ce cas-là. Oui, c'est le témoignage de Natalia, Mhm. qui depuis a fait son coming out sur les réseaux sociaux. Donc, elle s'appelle Nathalie. J'avais changé son prénom. Et Nathalie, en fait, elle avait répondu à ma demande de témoignage sur Instagram. Et quand elle m'envoie le témoignage, qui était très complet, je relève en effet ce que je voyais moi comme une stratégie d'auto-sabotage. Et en fait, quand je lui en ai parlé, elle en a pris conscience à ce moment-là. Elle me dit, écoute, ça me perturbe ce que tu me dis là parce que je le réalise maintenant. Et c'est vrai que dans son parcours amoureux, les choix qu'elle avait faits lui Mhm. assuraient le fait de ne pas avoir d'enfant. Mhm. Et, 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 euh, et bon, oui, forcément, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, parce que quand tu dis l'essence féminine, moi j'entends aussi l'essence que peut trouver la femme dans sa vie. Et au final, c'est ça dont on parle. Moi, j'ai 44 ans, t'en as 42. Pour l'instant, on n'a pas forcément d'enfants et peut-être pour des raisons différentes. Moi, c'est une question qui est encore dans ma tête et ton livre m'a beaucoup aidé justement à faire la part des choses. À comprendre les choix que j'avais faits. Et je trouve ça intéressant que tu dises que beaucoup de femmes sont accusées aussi d'être des work-alcooliques et de travailler pour compenser le fait qu'elles n'ont pas forcément d'enfants ou de faire plein de choses pour compenser le fait qu'elles n'ont pas de vie de famille. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Mm. Et tu peux peut-être nous expliquer pourquoi. Ouais. C'est une critique hyper récurrente en fait, hein, qui est de dire ah ben oui, elle n'a pas eu d'enfant parce que soit elle bosse trop,
soit elle est égoïste, elle pense à sa carrière professionnelle. Je pense que ce qui est important de comprendre, et j'en parle dans le livre pour ces femmes, si on veut bien les comprendre, c'est qu'en fait, pour la plupart, elles adorent travailler. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, et pourquoi? Parce qu'en fait, la nourriture intellectuelle dont tu parlais en début de conversation, ça vient les alimenter. C'est quelque chose qui les passionne au quotidien, quelle que soit l'activité finalement qu'elles ont. Et donc, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'enfants qu'elles bossent énormément, et ce n'est pas parce qu'elles bossent énormément qu'elles n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que c'est juste que l'intérêt est peut-être ailleurs. Mhm. Parlé juste avant des sens. On a parlé d'hyperesthésie, donc on a parlé des sens au sens sensorialité. Mhm. Et là, on va parler des sens au sens du sens, n'est-ce pas? On voit toute la complexité de la langue française. Et en fait, tout simplement, le focus que l'on a envie de mettre dans sa vie, c'est ce qu'on appelle dans le corpus de l'intelligence émotionnelle la réalisation de soi. La réalisation de soi, elle peut passer par plein de choses. Ça peut passer par le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une activité dans laquelle on se sent servir une cause ou contribuer plus globalement à la société. Il y a plein de façons de se réaliser et donc il me semble important de ne pas juger les choix de vie de certaines parce que il serait plus courant de faire d'autres choix. Oui, moi je peux en témoigner aussi, hein, peu importe la décision que je finirai par prendre, si c'est une décision, je me suis toujours dit, en fait, je suis une créatrice et mon besoin dans la vie, c'est de créer. Ok, enfanter est une création en soi, ça, il n'y a pas de doute, mais il y a plein de choses à faire. Avoir créé mon entreprise aujourd'hui, pour moi, voilà, c'est organiquement par rapport à ma chair, à mon intellect, ça a été la chose la plus puissante que j'ai pu faire justement pour me nourrir. Et je me suis toujours dit, de toute façon, je continuerai à créer quoi qu'il arrive. C'est plus fort que moi, c'est plus grand que moi. Je suis poussée par ça. On parlait aussi de ce sentiment d'antéléchie que ressentent les femmes sur deux. Tu vas pouvoir nous en parler, Oui. cette espèce de motivation, de force intérieure à créer. Quoi qu'il arrive, je sens, elle est là. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que je ne serai pas déçue puisque de toute façon, voilà, j'ai l'impression que ma grande mission, c'est de créer et que ce truc-là ne s'arrêtera pas avec la décision d'un enfant ou pas, en fait. Oui, l'antéléchie, ça se rapproche tout à fait de ce qu'on vient de dire avant. C'est dans la version aristotélicienne. C'est pas facile. C'est facile, hein. C'est la question de la réalisation de soi, de la réalisation d'un potentiel préexistant. Donc, on voit en quoi ça peut se rapprocher au potentiel intellectuel qui est là sous-jacent et qui va se développer plus fortement ou non en fonction de ce qu'on va mettre en place. Et donc, cette version d'Aristote, elle nous explique en fait qu'il y a comme un feu à l'intérieur. Je crois que j'utilise pas mal ce champ sémantique dans Oui. le livre pour parler finalement d'une force de vie. Et puis, cette force de vie, elle entraîne aussi dans son sillon d'autres femmes. Moi, je le rapproche aussi dans le livre de la notion du féminin sacré. Mm. Et Odile Chabrilac qui en parle aussi, qui dit finalement ce qu'elle a relevé auprès de ces femmes, c'est la capacité qu'elles avaient à mener leur vie comme elles le souhaitaient. Et Mm. ça, je pense que c'est vraiment le cœur du livre, hein, c'est faire ses propres choix et puis s'y tenir et les assumer en fait, hein. Faire preuve d'assertivité qui peut être parfois vue comme une valeur masculine ou en tout cas un attribut des hommes et qui fait que parfois ces femmes peuvent être vues un peu comme des bonhommes. Mm. Et oui, et ça fait le pont aussi avec pas mal d'archétypes dont tu parles, qui sont ces femmes justement avec ce côté peut-être un peu plus masculin qu'on a vu de tous les temps dans la littérature, les femmes sauvages, dont parle aussi très bien une autre autrice dans un livre que j'adore, les sorcières qui ont été aussi malmenées pendant très longtemps, la femme guerrière et sensible. J'ai beaucoup aimé voilà tous ces archétypes. Si vous êtes intéressé par ça, et ce que j'aime, c'est que l'idée que voilà, ce sont des femmes qui créent de nouveaux rituels,
qui ouvre de nouveaux horizons qui ne sont pas forcément dans la norme. Mm. Mm. Exactement. Et puis en ce faisant, en fait, elle crée aussi comme une sorte de communauté Oui. parce que on donne aussi l'autorisation à autrui d'en faire de même. Donc, spécificité bien assumée, communauté créée par derrière, quoi. Je pense qu'il y a comme une dynamique positive qui se met en place. Oui, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a autant de cercles féminins qui se Mhm. sont mis en place ces dernières années autour du féminin sacré. On sent que collectivement, c'est quelque chose qui est fort et qui monte. Et ce pont aussi avec la femme sauvage, c'est que on remarque aussi chez beaucoup de clients, même masculins ou féminins, qu'il y a parfois une volonté aussi de s'isoler par rapport à la norme et de retrouver des choses plus naturelles, plus authentiques, plus sensibles qui peut passer aussi par les animaux, tout Mhm. simplement, parce que eux, bah, en fait, ils disent toujours la vérité. Un animal, ça ne ment pas. Mm. Oui, j'en parle dans la troisième partie du livre. Ça me semblait important de raccorder tout cela à quelque chose de plus grand que nous. Parce que aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans la question du sens, il y a aussi forcément la question de la finitude de la vie. Mhm. Quand on y pense, c'est quand même insensé cette histoire. Enfin, on arrive là un jour et puis il y a une obsolescence programmée. C'est quand même très étrange. Et donc, quand on prend conscience de ça, c'est de se dire, bon, je dézoome, je suis pas là pour hyper longtemps et en plus on sait même pas jusqu'à quand je suis là parce que je le souhaite pas, mais voilà, il y a des problèmes de santé et donc quand c'est le cas, on se rend compte de cette finitude. Et donc de se dire finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant pour moi d'investir mon énergie dans un temps peut-être plus court qu'une projection sur les générations futures? Mhm. Alors, peut-être là, on va mal me comprendre. C'est-à-dire que peut-être dans l'enfantement, je projette sur les générations futures et donc je passe le relais. Ou Mhm. alors, je me concentre sur mon passage à moi sur cette terre et je mets le paquet sur ma contribution au reste du monde. Donc là, bien sûr, je Oui. contribue aussi aux générations futures, mais d'une autre façon. Oui, absolument. Oui, non, voilà, c'est même une question d'ordre philosophique, anthropologique. Je trouve que ça nous amène hyper loin. Et pour revenir sur cette question du féminin masculin, qui est quand même particulier chez la femme surdouée, j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur les codes féminins et masculins à un moment donné. Bah, je trouve intéressant parce que tu as donné des cartes blanches à d'autres auteurs. Et on en parlait hier avec Sandrine Rouget, que j'ai eu longuement au téléphone, qui me disait, tiens, c'est marrant, dans cette communauté de femmes HPI, c'est quelque chose qui se fait souvent. Il n'y a pas de compétition. Mm. On interviewe des sœurs, des consoeurs sur les sujets, on les fait participer dans des livres, etc. Il y avait aussi Hélène Becchiali, bon, Fabrice Michaud, incontournable, qui est une sœur comme les autres. Je ne sais pas s'il serait content qu'on dise ça, mais il parle tellement bien des femmes. Et je trouvais ça génial de me dire, bah, tiens, dans quelle autre communauté je vois comme ça des échanges, des contributions de l'une à l'autre dans les livres, des interviews. J'ai l'impression que c'est très fort. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, c'est une amie qui m'en a fait la remarque, donc qui ne participe pas à ce cercle, hein, puisqu'elle a Mhm. un autre métier. En revanche, elle appartient à ce cercle par ses caractéristiques. Et elle me faisait la remarque l'autre jour qu'il y avait énormément de soutien, de solidarité au sein des professionnels, entre les professionnels. Alors après, bien sûr, on a des affinités ou pas en Oui, fonction bien sûr. des Mhm. personnalités, ça c'est normal. Mais tu as raison, je trouve qu'il y a comme une volonté finalement, chacun, chacune, d'apporter sa pierre à l'édifice et que l'édifice, il est collectif in fine, hein. Absolument, et que chacun peut faire sa petite part du colibri. Et pour en revenir donc à Sandrine, donc elle parle justement de ce rejet un petit peu aussi de la féminité passive, voilà, comme aussi essayer de voir un petit peu autrement la virilité. Pourquoi il y aurait aussi une virilité genrée? Oui. Tout ça, c'est des questions très intéressantes.
Mm. Sandrine, oui, elle travaille beaucoup sur cette question du féminin-masculin et quand elle fait passer ses tests psychométriques, elle analyse en fait la part carrément en pourcentage de féminin et de masculin chez la femme. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur nous. Et puis, il y a aussi parfois des personnes qui vous ont dit au fur et à mesure de la vie, tiens, c'est intéressant parce que là-dessus, tu as plutôt une énergie masculine ou un point de vue qui est rarement partagé par les femmes. Moi-même, dans mon travail, j'avoue que notamment au sein du premier travail, je me sentais très à l'aise avec la population masculine parce que il y a un côté un peu fêtard, peut-être parfois Cash direct aussi, cash, humoristique. effectivement, oui, humoristique, qui fonctionnait bien avec les hommes en fait. Et c'est vrai que ce côté cash, j'en parle aussi dans le livre. En expliquant que pour certaines femmes, c'est quand même compliqué de ne pas nommer l'éléphant dans la pièce. Et je prends un exemple à un moment dans le livre pour dire, mais c'est très difficile au bout d'un moment de faire semblant. Surtout quand on voit tout le monde autour de soi qui fait semblant. Et personne n'est dupe. Oui, c'est beaucoup aussi pour ces femmes je pense, de malentendus par rapport à des jeux de pouvoir, de séduction qui pour elles n'existent pas, mais qui sont des questions pour les femmes et les hommes en face. Et qui du coup, aussi, hein, enfin, je sais que moi, toutes ces questions, à un moment donné, en entreprise, m'avaient fait perdre confiance en moi parce que ça allait avec plein de choses et puis avec certains collègues, je comprenais pas. Je me disais, c'est pas possible. Je me sentais un petit peu exclue parce que voilà, c'était pas les mêmes codes. Et on me reprochait souvent, justement, ils me reprochaient de ne pas râler avec eux contre notre hiérarchie. Ça, ils comprenaient pas. Et moi, pour moi, c'était pas. Pour moi, on avançait, on trouvait des solutions. Voilà, chacun avait son ambition. Et on m'a reproché beaucoup ça, de ne pas rester dans les codes de oui, on est des employés et puis c'est normal de râler contre la hiérarchie. C'est Fabrice qui explique dans la carte blanche que râler, en fait, c'est exister. Après, moi, j'entends aussi dans ce que tu dis la différence entre l'orientation solution et la résolution de problèmes. Aussi. Ça, c'est intéressant parce que l'orientation solution, moi, à partir du moment où je me suis formée au coaching, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire pour les HPI parce que c'est vraiment leur mindset. Alors que si on va dans le détail, l'école de Palo Alto, on était plus sur de la résolution de problèmes. Oui. C'est ce qui fait toute la différence en fait. C'est que si on se concentre sur les ressources de la personne, on va trouver des solutions, ou en tout cas, elle va trouver des solutions pour elle. Alors que si on décortique le problème, il va être très, très présent. Et souvent, les personnes sont tout à fait au fait de leur problème et le connaissent par cœur. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément optimiste, parce que je pense que parfois, c'est teinté de beaucoup de pessimisme parce qu'il y a beaucoup de réalisme par rapport à ce qui existe dans le monde. Mais on peut être pessimiste et orienté solution, même si ça paraît paradoxal. Absolument. Et pour finir, je me disais, voilà, pour toutes les femmes qui nous ont écoutées aujourd'hui, qui se sont senties peut-être accueillies, on a levé pas mal de tabous aussi sur la maternité. C'était vraiment le but aujourd'hui aussi de cet entretien avec toi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour qu'elles arrivent à trouver enfin le moyen d'écrire un récit individuel qui leur convient? Quelles sont les trois peut-être clés, comme dans le congrès de la douance? Je vais faire la même chose que tu pourrais leur donner justement pour s'auto-normer en fait. Moi, je pense qu'il y a besoin dans un premier temps de faire le bilan de soi-même, c'est-à-dire ce qu'on disait un petit peu au début. Qu'est-ce qui est important pour moi? Oui. Classiquement, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens un peu déraillée par rapport à ce chemin habituel que les autres empruntent? Finalement, est-ce que je suis à mi-chemin ou est-ce que j'ai envie de
complètement dérailler, quitte à creuser un autre sillon juste à côté. Et pour cela, je vais avoir besoin de passer par un nécessaire travail de déconstruction. Déconstruction de peut-être ce que j'ai intégré au niveau sociétal, mais aussi familial, éducationnel, culturel. Alors ça chatouille, hein, c'est pas évident, mais si on sent aussi que de toute façon on est un peu en perte d'équilibre, il y a un moment autant l'accepter et puis prendre le sujet à bras le corps. Et après, du coup, reconstruire sur les cendres de cela et de se dire finalement, pour moi, pour le reste de mon existence, peu importe l'âge que l'on a, que ce soit à 25, 35, 45, 55, qu'est-ce qui est important pour moi pour la suite? Il y a souvent ce témoignage qui circule de dire finalement les gens qui sont sur leur lit de mort disent regretter de n'avoir pas fait ceci ou de n'avoir pas fait cela. Donc je pense que c'est important de prendre conscience de sa finitude et tant qu'à faire, plutôt que d'en être désespéré comme on l'a vu au cours des analyses philosophiques, c'est toujours un peu ce qui fait que quand on prend conscience de la finitude de la vie, il y a un côté désespérant, mais il y a un côté aussi créateur. Et donc peut-être se tourner du côté créateur et de se dire, bon, bah, sachant cela, qu'est-ce que je vais en faire? Magnifique. Merci beaucoup, Fanny. J'ai pas vu le temps passer comme d'habitude. C'était très intéressant. J'espère que ça aurait aidé beaucoup de femmes à prendre conscience de certaines choses, à plus s'assumer pour rayonner et briller, enfin. Et puis, s'il y a des questions, évidemment, on est prête à les prendre. N'hésitez pas à écrire vos commentaires aussi, vos témoignages sous la vidéo pour aider d'autres femmes. Justement, je pense que c'est important d'avoir encore plus de témoignages par rapport à tout ça. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Fanny, pour ton temps précieux. Moi, je te remercie, Sandrine, parce que toi aussi, tu prends beaucoup de temps pour cette communauté de femmes. Tu fais énormément de choses pour elles, donc je pense que c'est crucial. C'est vrai que de l'extérieur, on le disait, ça paraît très généreux et ça l'est, je pense, de ton côté parce que on sent aussi ton envie de partager. Et donc, je pense que ça transparaît tout le temps. Bon, bah merci beaucoup. On se voit bientôt, Oui, dans un à mois. Bruxelles. J'ai hâte. Ah, et je remonte quand même avant ton livre, avant qu'on finisse. Bye bye. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!